Alors bonjour et bienvenue donc sur cette quatrième plénière de la journée. Donc nous avons vécu des journées de cousinade, de riposte créative où nous avons passé donc du temps à déjà rien qu'à partager ce que nous avions vécu de la période et ce qu'on en retenait. Et cet après-midi, plutôt à voir comment on réinitialise ensemble au regard de ça nos stratégies et nos actions. On a beaucoup parlé d'action, mais on n'a pas beaucoup parlé de stratégie. Donc là, c'est un peu l'ambition de cette plénière-là. Donc, je vais interroger d'abord Michel Briand au regard de ce qui se passe dans Riposte Créative Bretagne. C'est quoi la stratégie? Bonjour à tous et à toutes. D'abord, je dirais, on a vécu cette période de confinement avec quand même le recueil de 450 initiatives en Bretagne qui nous montre déjà qu'une écriture ouverte, relativement massive, est possible. Ça, c'est quelque chose de nouveau parce que dans le monde des collectivités, des espaces d'écriture ouverts où tout le monde peut décrire une initiative, il n'y en a pas tant que ça. Et des espaces où effectivement tu as plusieurs centaines de réponses, pas non plus. Et donc, notre propos maintenant en Bretagne, on l'a expérimenté ce matin, on était, cet après-midi, on était 15 à La Réunion quand même, et donc on passe maintenant dans ce qui peut préparer l'après. Donc, quelles sont dans toutes ces initiatives qui sont apparues sur l'open santé, la fabrication de visières, de masques, etc., dans des initiatives d'habitants qui s'auto-organisent avec des référents au pied d'immeubles, des prises de parole, des personnes, la prise en charge des personnes les plus éloignées, dans toute une série d'aspects qui ont commencé à se mettre en place pendant cette période, qu'est-ce qui peut effectivement préfigurer un après différent? Donc là, avec la réunion cet après-midi, on a quand même produit une quinzaine d'inspirations. Donc, c'est plus des initiatives, c'est qu'est-ce qui nous inspire, qu'est-ce qui inspire la transformation. Donc ça, c'est l'étape actuelle du moment, avec des projets peut-être aussi un petit peu sur qu'est-ce qui fait qu'un territoire fait résilience, comment s'organise la coopération territoriale, comment se prépare la rentrée en enseignement hybride de manière collaborative, c'est-à-dire en réutilisant, en partageant des façons de travailler ensemble. Mais vraiment maintenant sur comment on organise des formes de coopération ouvertes et peut-être l'espoir que d'autres problématiques comme les gens du climat, les transitions, de la participation se réemparent. Alors, des outils d'écriture ouverte que l'on a expérimentés. Oui, Je suis désolée, j'entends plus. Est-ce que je suis la seule ou... Non, non, on a très mal entendu effectivement la fin du propos là. donc alors, je reprends juste sur la fin Ouais. du propos. Euh, L'espoir qu'on a, après avoir montré qu'une écriture ouverte était possible, avec des outils conviviaux qui sont très simples d'usage, c'est que d'autres s'en emparent, que au niveau d'une intercommunalité, d'un pays ou de territoire plus large, on ouvre des espaces d'écriture, c'est-à-dire euh, une attention aux initiatives du territoire, que la collectivité ne soit pas simplement à animer, à prescrire, mais qu'elle regarde effectivement tout ce qui se passe sur le territoire. Et l'espoir aussi que dans d'autres domaines, il y a énormément d'actions, comme il y a eu sur la crise Covid-19, sur les transitions, sur le climat, et bien tous ceux qui font puissent effectivement comme ça rendre visible leur action et créer ce qu'on appelle de nos voeux de la convergence des transitions. Oui, qui entend. Oui, votre micro est coupé. Ah, c'est bon. Jean-François, au niveau de la FINC, c'est pareil, vous avez capté beaucoup de choses. Toi, sur la partie, si on devait mettre ça en stratégie aujourd'hui, ça serait comment? Ça serait par quoi?
Alors, ce qu'on a fait au niveau de la FING, en fait, on s'est retrouvé par coïncidence heureuse à un moment où nous, à la FING, on avait déjà engagé un projet qui s'appelle Numérique to Risque, en disant qu'est-ce qui se passe avec le numérique d'aujourd'hui quand il va être confronté aux risques, crises et catastrophes du monde de demain. Et là-dessus arrive le Covid-19, et là-dessus, on se rend compte en échangeant avec les personnes du CNFPT et de l'INET, les équipes de l'innovation notamment, qu'il y a tout un ensemble de dynamiques qui sont en train de se jouer sur précisément qu'est-ce que la crise est en train de nous apprendre. Et en fait, on a noué nos efforts ensemble pour essayer de comprendre justement ça, qu'est-ce que nous apprenons de la crise actuelle pour les stratégies futures. Et on l'a regardé sous plusieurs angles, sous une forme qu'on a appelée les connecteurs recherche. Il y en a eu un le 20 mai, il y en a une autre série le 3 juillet. Et dans ces contextes-là, on est allé regarder des points qui nous paraissaient déterminants. Dans les points déterminants de la crise, moi j'ai d'abord été très étonné qu'on nous parle beaucoup plus de confinement que de pandémie. C'est que ça soit vraiment ce sujet-là qui nous rende brusquement conscients d'un ensemble de dépendances, d'un ensemble de choses où on ne savait pas faire, d'un ensemble de clivages et d'inégalités, y compris dans l'accès à des ressources, non seulement l'accès aux droits, mais l'accès aux ressources alimentaires, etc. Donc, j'ai l'impression que le premier enseignement sur le plan des stratégies, c'est les capacités. C'est la mise en capacité, c'est la capacitation individuelle et collective. Premier étage. Deuxième étage, ça veut dire la maîtrise collective, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, le fait d'avoir à l'horizon des systèmes dans notre société qui soient gouvernables, réparables, bricolables et qui ne créent pas des nouvelles dépendances. Mais qui sont au contraire facteurs d'autonomie. Donc pour moi, la stratégie, c'est une construction collective d'autonomie qui passe, entre autres choses, par des modes d'apprentissage et des modes de traduction. Qui passe par le fait que sur les thématiques des inégalités, des territoires, sur les thématiques de l'information en temps de crise, sur tout un ensemble d'autres sujets, précisément, on arrive à comprendre ce que nous apprenons. Donc avec des chercheurs et des praticiens, on va essayer de faire cette traduction dans les semaines qui viennent. Et puis, au-delà de cette approche-là, c'est vraiment, nous, vu de notre fenêtre numérique, le fait de ne plus développer des systèmes que nous ne savons pas contrôler. Donc, trouver les échelons sur lesquels nous avons prise. Et ça ne veut pas dire repli. Quand on dit relocalisation, ça ne veut pas dire repli. Quand on dit des techs un petit peu plus sobres, ça ne veut pas dire repli non plus. Ça veut dire c'est des choses que nous pouvons nous permettre et que la société va pouvoir maîtriser. Donc, merci Jacques-François Marchandise. J'y arrive. Hein. Je vais passer la parole à Patrick Vivray. Ah, que s'est-il passé? On a perdu Julie. On a perdu Julie. Je crois que Patrick Vivray était à côté d'elle, donc elle a dû vouloir. Ah, les voilà, ça y est. Parce qu'ils étaient. Ils sont là. Ah, je ne les vois pas encore. Vous les voyez à l'écran partagé Je les voyais. Là, voilà, je vois Patrick qui parle. Ça y est. Et le son marche là. Ouais, ça y est. Donc, tout est bon. Dans toute cette journée, il y a évidemment énormément de choses que je retiens, mais deux principales et qui concourent à
la question stratégique qu'évoquait Julie. D'une part, tout ce qui suppose un autre rapport à la richesse et à l'argent, qui repart de ce qui compte vraiment, de cet essentiel dont on a beaucoup parlé. Et la deuxième question, c'est le changement de posture dans le rapport au pouvoir et qui renvoie aussi à la logique archipel dont on a aussi beaucoup débattu. Sur le premier point, l'une des choses qui a été beaucoup évoquée, c'est le fait qu'on a vu tout d'un coup sortir quasiment d'un chapeau des centaines de milliers d'euros, alors qu'on était jusque-là dans des logiques d'austérité, de raréfaction. Et la première question, me semble-t-il, qui doit être posée en termes stratégiques, c'est le fait de considérer que cet argent ne doit aller qu'à ce qui compte vraiment. C'est-à-dire, si on reprend une cartographie qui est maintenant bien connue, avec du vert pour ce qui est positif, du rouge pour ce qui est négatif et du jaune pour la zone intermédiaire, eh bien, tout argent créé, prêté ou garanti par des pouvoirs publics, depuis la Banque centrale européenne jusqu'à des collectivités territoriales, tout cet argent doit être réservé soit à du vert, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler des investissements de transition, et on voit bien qu'il est absolument essentiel de développer quantité de nouvelles activités, de nouveaux emplois qui sont cohérents avec les enjeux sanitaires, écologiques, sociaux, etc., soit à ce qu'on peut appeler des investissements de reconversion, c'est-à-dire des secteurs ou des emplois qui sont dans la zone intermédiaire, la zone jaune, et là nous avons aussi besoin que ces moyens, et notamment cet argent, soient mis sur ces reconversions. Par contre, il est absolument essentiel d'arrêter de mettre de l'argent sur ce qu'on peut appeler des investissements de destruction ou de prolongation d'activités destructrices. Ça, c'est le nouveau rapport à la richesse qui part de ce qui compte vraiment. Et du même coup, des éléments qui aujourd'hui ont été faits, mais de façon relativement empirique, qui risquent de s'avérer éphémères et qui peuvent encore paraître marginaux, il faut prendre les moyens pour qu'ils deviennent des éléments structurels, systémiques et durables. Ça, c'est sur le rapport à la richesse. Et puis l'autre question, c'est le rapport au pouvoir, parce que quels sont les acteurs qui sont légitimes pour élaborer ces cartes, pour dire ça c'est rouge, ça c'est vert, ça c'est jaune? Seuls des acteurs démocratiques ont cette légitimité. Mais cette légitimité démocratique, elle suppose aussi un changement de rapport au pouvoir, puisqu'on a souvent évoqué le fait que le type de pouvoir politique qui est capable de faire cet exercice, c'est un pouvoir de création qui est démultiplié par la coopération. C'est pas un pouvoir de dépression ou un pouvoir de domination qui va être dans une logique pauvre en information, en intelligence. Si nous voulons de l'intelligence créative, de l'intelligence coopérative, de l'intelligence délibérative, elles vont être au service de la création de valeur en donnant au mot valeur son véritable sens, qui est celui de force de vie. Et si j'ai résumé ça d'un point de vue stratégique, je dirais nous avons besoin d'un archipel du vivant, c'est-à-dire d'une grande alliance à la fois sur la richesse et sur le pouvoir des forces de vie. Et comme ces forces de vie, ce sont des forces qui s'opposent aux logiques mortifères dont parle Edgar Morin, le Thanatos face à l'Eros, c'est aussi, pour reprendre un mot d'Andrea Caro dans une des plénières précédentes, tout l'enjeu de ce que nous sommes certains à appeler la nécessité d'une stratégie érotique mondiale, et ça vaut à toutes les échelles de territoire. Merci. Merci. Alors, sur cette question
Sur cette question-là, Corinne Martinez, ça vaut à toutes les échelles de territoire. En tant qu'élu local, vous vous sentez à fond sur la stratégie érotique mondiale? Comment vous voyez la stratégie, justement, on regarde tous les échanges qu'il y a eu. Si vous deviez le dire en quelques mots et en parler justement sur vos territoires, vous le diriez comment, en fait? Alors, justement, je commencerai par dire que la stratégie, à mon sens, elle devrait être territoriale. J'ai entendu à plusieurs reprises que le territoire est le levier. Alors après, à définir son périmètre, le territoire, mais en tout cas, dans le érotique mondial, j'aurais plutôt tendance à garder le mot érotique et pas le mot mondial, en fait. Parce que je préférerais des territoires dans ce cas-là et de changer d'échelle. Vous voyez, je parlais de dimension dans mon introduction, mais j'aimerais bien que l'échelle soit définie au niveau d'un territoire comme levier. La deuxième chose que je retiens et qui m'a interpellée, c'est toute la partie publique, à la fois dans sa partie marché, bien sûr, public, et on parlait partage de richesse, et Patrick Vivray en a parlé, mais d'autres aussi, sur la partie publique, au niveau des marchés, mais aussi de la fonction publique, cette partie transgression de la fonction publique, et que la fonction publique ne soit là aussi pour conseiller, booster, et elle a sa propre part de capacité à transformer. En tout cas, ça pourrait être intégré dans une stratégie et ça donnerait libre expression et libre action aussi à cette fonction-là. Et après, enfin, ce que je retiens, c'est décentraliser le faire, en fait. C'est pas le faire n'est pas une stratégie, mais de le décentraliser, d'être en collecte permanente justement de ce qui est fait, de ce qui transforme, de ce qui rentre dans la coopération sur un territoire pour amplifier et radicaliser justement ce faire. Pour moi, ça peut être un point de la stratégie. Et puis avec deux lignes de fond. La première qui est de faire attention à ce que cette autonomie, cette autosuffisance, de ce retour vers des périmètres assez restreints d'autosuffisance ne nous enferme pas. Ça, c'est une vigilance en tout cas avec plein de clignotants que je mettrai en avant. Et puis, bien sûr, en contrepartie de ça, dans ce que j'ai entendu, de le faire avec chaleur, bienveillance. Et puis, peut-être que ce qui nous aura qu'elle ne puisse rester que physique. Parce que ce mot de distanciation sociale était insupportable. Voilà. Un grand merci. Donc là, on a quand même des bons ingrédients. Cécile Joly, on a beaucoup parlé des capacités, de la capacitation. Toi, dans ce que tu as entendu aujourd'hui et par rapport justement à toute la communauté aussi d'ingénierie pédagogique avec laquelle tu interagis, comment tu traduirais ça sous un angle stratégique? En fait, c'est vrai que moi je dis toujours quand on cherche un chemin ensemble, en fait c'est toujours important de se poser aussi parce qu'il y a un côté, comme on disait, on va dans l'action et on vit la coopération, on vit le chemin. On a vécu cette journée aujourd'hui et pour parler d'une stratégie, pour moi il y a déjà un premier temps qui est de se poser, de se dire c'est quoi l'étape d'après et de ne pas le faire tout seul mais de le faire ensemble. Nous on a notamment une université de l'innovation publique territoriale qui était en présentiel et dont les 7 et 8 juillet, ça devait être de grands forums ouverts partout dans les territoires sur comment apprendre ensemble à coopérer pour résoudre les défis des territoires. Donc, c'était très ouvert. Donc, effectivement, le Covid est passé par là. Donc, on a organisé cette riposte créative parce que il fallait trouver des modes distanciels pour continuer sur ces apprentissages et ces savoirs-agir. Et donc, moi, j'aurais envie d'inviter, peut-être pas en juillet, mais en septembre, la communauté à se dire, ça pourrait être quoi notre université dans un cadre de contraintes avec beaucoup d'incertitudes,
D'autant que on ne sait pas s'il y aura nouveau confinement, déconfinement, et qu'on a quand même envie de retrouver du présentiel malgré tout, parce que je trouve qu'on n'est pas aussi créatif malgré. Enfin voilà, le distanciel c'est bien, on crée des liens, mais c'est pas les mêmes choses qui se vivent même dans la qualité relationnelle. Donc moi il y a cette première axe-là. Après, nous, on travaillait effectivement en labo, en fait, sur incuber ce qu'on appelle des formations innovantes, mais qui peuvent être des non-formations, parce qu'en fait, dans un modèle économique de la formation professionnelle du CNFPT, c'est pas évident. Alors, j'aime bien quand Patrick Vivray dit qu'est-ce qui crée de la valeur, parce que nous, on a un modèle économique, en fait, de formation qui sont plutôt en présentiel, avec maintenant des formations distancielles en journée de formation stagiaire. Quand on fait ce type de démarche, comme on est en train de faire là, on se relie à la Gironde, on fait vivre des expériences d'apprentissage. On n'a pas ces chiffres-là, on n'a pas ce modèle économique-là. Donc, il y a à la fois le modèle économique et puis le modèle d'apprentissage de ces savoir-agir, de ces savoir-être. Moi, je mettrais aussi le savoir-être parce qu'en fait, on voit que dans toutes les organisations, il y a ce rôle de facilitation, en fait, et de sortir de silos institutionnels. Par exemple, on pourrait aller sur de la co-formation, citoyens, élus, fonctionnaires territoriaux, entreprises. Si on doit travailler sur les territoires demain, il faut sortir de ces silos-là. Or, nos organisations nous rendent ça difficile, même si quand on fait de la prospective, en fait, et qu'on demande aux gens de rêver, en fait, ils voient tous des systèmes ouverts, des sortes d'universités populaires remodelées, en tiers-lieu, et dans lesquelles chacun réinventerait finalement le contrat social. Donc, comment on passe d'organisations qui se sont organisées de cette façon-là pour produire de la formation et produire des apprentissages à des organisations complètement ouvertes. Donc, je dirais continuons, parce qu'en fait, déjà, cette expérience-là, celle qu'on vient de vivre le 15 juin, en fait, partir d'un lieu, la Gironde, qui a déjà créé ces espaces de reliance, et puis de le faire vivre à d'autres, je pense que ça va produire des effets, des petites graines qui vont continuer de semer. Moi, j'entends des personnes qui disent super, on a pu se relier, on a pu apprendre, et vraiment merci à la Gironde d'avoir ouvert votre expérience et d'avoir proposé cette reliance. Puis la dernière chose, c'est de vous inviter à, puisqu'il y a ces ripostes créatives qui se mettent en reliance avec des wikis. Donc nous, on a l'idée d'incuber effectivement d'autres différentes formations qu'on a testées, et notamment comment vous aider à créer vos propres wikis ouverts, ce dont parlait Michel Briand, qui ont travaillé avec Laurent Marceau à proposer des modèles d'apprentissage pour que vous puissiez créer dans les collectivités ces espaces d'écriture et d'action. C'est pas qu'un espace d'écriture, c'est aussi et surtout un espace d'action. Et que, par exemple, tout ce que vous avez créé aujourd'hui pourrait rentrer en groupe de travail, en gouvernance partagée, dans un territoire, dans un wiki, qui relierait tout ça. Donc, ce que je peux dire à ce stade-là. Julie, je ne sais pas, on devait montrer avec Lina les différents espaces de facilitation graphique, montrer les différents espaces de récolte où tout le monde va pouvoir retrouver ce qui s'est dit aujourd'hui. Alors, mais peut-être aussi, je devais t'interroger aussi toi. Ça serait quoi ta stratégie pour la Gironde, avant que Lina nous montre où on va retrouver toute la récolte et tout ça, et puis peut-être que quelqu'un nous dise un peu ce qui se dit dans le chat aussi. La stratégie pour la Gironde, elle est apportée par tous les cousins et cousines de la Gironde. Donc, nous, ce qu'on regardait tout à l'heure avec Patrick, on avait fait à la deuxième cousinade, parce que c'est une histoire qui s'inscrit dans le temps, on avait fait à la deuxième cousinade une charte où on avait posé des valeurs, on avait posé des principes en verbe. Dans les principes, il y avait oser, il y avait la transgression déjà. Moi, je me dis, c'est effectivement l'opportunité peut-être de rebondir sur la proposition du CNFPT et sur l'expérience aussi de Riposte Créative Bretagne pour voir si cette maturité de réseau et de lien
n'est pas uniquement sur des temps de rencontre ponctuels, n'est pas juste circonstanciel. Et c'est effectivement comment on arrive à basculer, alors par des outils, mais certainement pas que par des outils, sur ce dont Patrick parlait, comment on passe du circonstanciel à du structurel. Et donc, moi, je n'ai pas de problème avec le numérique, j'ai le problème avec la dépendance au numérique. J'ai le problème avec un numérique qui se substitue et qui, au fond, va évacuer les autres modes d'être et les autres modes de faire. Là, on a dû voir fonctionner à la fois du numérique en mode dégradé, parce que à beaucoup d'endroits, il a juste fallu en rabattre. On a tous appris à couper sa caméra quand il n'y avait pas de bande passante, à avoir des roues de secours quand les systèmes prévus ne marchent pas. Enfin, tous, pas tous, justement. Et puis, on a aussi vu le territoire en mode dégradé. Qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, les lieux physiques sont fermés? Quand le social ferme, hein, c'est Franck Périnet, le patron de l'INET, qui a dit je me rends compte qu'il faut qu'on sache raconter ce qui se passe quand le social ferme. C'est-à-dire quand, en gros, les services sociaux sont considérés comme non essentiels à la vie de la cité et qu'on prie les agents de rester chez eux, ce qui est quand même un peu vertigineux si on le regarde vu des usagers. Donc voilà, j'ai l'impression que euh, un des apprentissages de la crise, c'est que nous devons savoir fonctionner dans des modes où les moyens maximaux ne vont pas fonctionner au maximal, où donc il va falloir se débrouiller, il va falloir avoir des voies de secours, des fonctionnements en mode dégradé, et ça va passer sur notre capacité à nous approprier les systèmes qui nous dominent aujourd'hui quand même. Donc, pour une émancipation numérique, c'est aussi de ce côté-là. Moi, je rajouterais aussi la question de changement de posture. Parce que quelque part, si tu veux, quand le gouvernement dit les masques, c'est pas important parce qu'il n'en a pas, alors que très rapidement, on peut en fabriquer des centaines de milliers avec les couturières, c'est autre chose. Quand dans l'enseignement, si tu veux, on veut partager les cours, partager les façons d'animer un amphi à distance, etc., c'est des choses qui n'existaient quasiment pas avant. C'est-à-dire comment on coopère entre enseignants d'établissements différents, ça n'existe pas. Et là, c'est des choses qui avancent un petit peu. Donc, moi, je pense que ça serait bien aussi d'arriver à qualifier un petit peu tous ces changements de posture qui sont apparus durant la crise. Oui, tout à fait, y compris, moi, ce qui est sidérant, c'est on nous parle tous les jours des milliards qui sont déversés, mais il y a des milliards non quantifiés qui sont les centaines de millions d'heures d'activité de personnes non rémunérées qui, en fait, ont fait fonctionner le système, entre guillemets, la machine société, malgré les fonctionnements officiels. Donc ça existait dans des proportions considérables qu'on est très mal à l'aise pour quantifier, et souvent avec des difficultés à le faire, puisque souvent en transgression avec des règles plus classiques et plus verticales, voire même en transgression avec des plans de prévention des risques et des plans de gestion de crise. Ah. Patrick, il faut mettre le micro. Oui, je disais, au passage, c'est aussi l'occasion de redonner au mot bénévolat son véritable sens. Bénévolat, c'est l'orientation bénéfique de la volonté. Donc, quantité de personnes qui ont donné du temps pour des activités bénéfiques, c'est du bénévolat. Et le contraire du bénévolat, ça n'est pas à ce moment-là le salariat, c'est au contraire une volonté dangereuse, c'est ce qu'on peut appeler le malévolat. Et l'un des enjeux, justement, c'est le discernement sur qu'est-ce qui est bénéfique au sens de création de valeur, force de vie, et qu'est-ce qui est destructeur de force de vie. Cécile? Oui, alors du coup, on est dans une période où on va se dire bientôt au revoir, c'est ça, Julie?
Peut-être on pourrait remercier, se dire que c'est une expérience qu'on a vécue aujourd'hui avec la technologie, en fait. Hein. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été très patient. Donc, et remercier les Florent, enfin tous les technopédagogues qui nous ont aidés, voilà, pour lesquels c'est pas simple, hein, comme dit Jacques-François. On n'a peut-être pas encore le numérique qui nous permet cette capacitation-là. Voire même quand on met en place une journée de ce type, c'est vrai qu'on est derrière son écran. Enfin, peut-être qu'on ne sait pas non plus encore comment agir face à ce numérique pour qu'il soit vraiment avec le corps, quoi, en fait, et pas juste la tête face à un écran, parce qu'au bout de 3 mois, ça devient un peu fatigant. Dans les remerciements aussi, remercier les facilitateurs graphiques. Alors, Lina va nous montrer un peu ce qui s'est dessiné. En fait, hein, et puis il y en a un. Ah, tu l'as attrapé. Alors il y a Cécile Moline, il y a Sandrine Barré, et puis peut-être une autre personne hein, que j'ai pas vue. Et puis Lina va nous montrer aussi où est-ce qu'on va pouvoir retrouver la récolte et puis continuer d'échanger parce qu'on a créé un Framatime. Alors Florent a voulu que ce soit un logiciel libre. Alors c'est sûr que c'est pas un WhatsApp, que c'est pas un Snap, un Discord, et donc du coup c'est plus fastidieux de rentrer dedans, mais c'est libre. Donc du coup, vous pouvez continuer à échanger par région, par méthode, par récolte, par thématique, au niveau de la France entière sur ce Framatime. Donc, bon, Lina, je te laisse. On va aller faire un tour sur le site internet, sur le wiki justement qui a été fait par Florent pendant ces dernières semaines. Et c'est en fait l'avantage d'un site wiki comme ça, c'est qu'on peut le mettre à jour au fur et à mesure. Et ça permet à plusieurs personnes de participer en même temps. Et donc, c'est là que c'est intéressant de voir quand on veut travailler avec le numérique qui est capacitant là, dans ce cadre-là, à plusieurs. Et donc là, je vous montre justement cette page qui a été créée et sur laquelle vous allez pouvoir retrouver tout ce qu'on a fait aujourd'hui et tous nos partages. Donc, comme on était aussi dans les remerciements, en fait, on peut remercier aussi toutes les personnes qui nous ont rejoints et créé des îlots en un temps record. Ces 2 dernières semaines, il y avait la Gironde qui avait déjà organisé les cousinades, mais il y a 14 îlots qui ont été créés ces 2 dernières semaines pour être en résonance avec les archipels. Donc, on peut les voir ici. Il y a le centre Val-de-Loire, la Bretagne, Dunkerque, le Grand Est. Voilà, il y a des îlots un peu partout. Ils sont toujours là sur le site. Vous pouvez les voir du coup sur cette carte-là. Et on va voir toujours, ça sera aussi. Lina, j'aurais presque envie, oui. excuse-moi, Lina, j'aurais presque envie de proposer que cette carte reste, donc avec nos experts conseillers, hein, comme Jacques-François, Patrick, que cette carte reste active, pas juste pour le 15 juin, mais qu'on continue de l'alimenter de tous les collaborateurs, toutes les initiatives, voilà, de la renseigner pour qu'on puisse voir partout ce qui s'invente dans les territoires. Ouais. C'est un wiki, donc il n'y a pas de problème, c'est une page ouverte en écriture et jusqu'à présent on n'a fermé aucune page, donc elle reste ouverte. Ouais. Donc du coup, juste invité à continuer alors du coup. Voilà, donc on pourra laisser ce petit bouton qui s'appelle enregistrer votre îlot quand vous allez créer votre initiative. Donc je vais vous montrer, donc ma connexion un peu lente. Voilà, donc il suffit de remplir le formulaire avec votre îlot, la présentation, le public visé, la date. Vous pouvez continuer à créer comme ça des événements. Et alors, autre chose qui s'est passé aujourd'hui sur le site Wiki, c'était super parce qu'on a eu plein de facilitateurs qui ont partagé leur galerie. Et là, toujours accessible sur le site Wiki, vous avez les créations de Cécile Moline, Punch Memory, qui j'ai noté aussi. Plusieurs personnes, là, vous allez pouvoir voir, ont partagé leur facilitation graphique dans la galerie virtuelle. Et donc, vous pouvez continuer aussi à partager vos dessins, c'est ouvert. Et là, par contre, il y a une petite... Ça n'apparaît pas. Oui, dis-moi. Une petite question, parce que moi, j'ai repris quelques dessins sur Riposte Créative Bretagne. Je voulais quand même vérifier que j'en avais le droit. C'est-à-dire que... Donc, il y a leur logo en dessous. Et on pourrait peut-être poser la question à chacun concernant les droits, mais en général,
Ouais, le plus simple, ce serait faudrait les si on, contacter. Oui, voilà, voilà. si on pouvait obtenir qu'ils soient réutilisables dans les autres ripostes créatives, ça nous simplifierait la vie parce qu'on peut pas, on n'a pas les adresses des gens, les recontacter, c'est compliqué. Donc, si on pouvait faire en sorte de poser la question s'ils acceptent que ce soit réutilisé sur les différents ripostes créatifs. Ouais. Mais Michel, en fait, tu sais, à partir du moment où c'était sur le wiki, on avait dit que c'était en licence, en bien commun. Donc, à la limite, on peut faire l'inverse. C'est-à-dire, s'ils veulent pas que ça soit partagé, ben, il faut le retirer du wiki. Je sais pas ce que tu en penses, mais parce qu'en Ouais, fait, bon, sur les œuvres de dessin, c'est plus compliqué. ouais, vaut mieux demander, je pense, l'autorisation que ce soit Ok. réutilisable. Dans les autres ripostes, ce serait pas mal. On va se renseigner. Donc voilà, on pourra toujours accéder à la galerie. Donc là, on a notre programme. Donc sur notre programme, vous avez là les plénières qui resteront enregistrées et qui resteront disponibles sur le site wiki. Donc vous avez aussi les partages de récoltes. Et donc là, on peut voir toutes les récoltes qui ont été partagées dans la journée. Pareil, ici, donc là, on a les récoltes du matin, les récoltes des cercles de dialogue avec des commentaires, et puis voilà, ce qui est ressorti des apprentissages, quels sont les prochains, qu'est-ce qu'on a envie de transformer. Donc, vous allez retrouver beaucoup de textes sur les apprentissages et aussi les envies de transformation, les besoins de transformation. Vous pourrez voir aussi, j'ai vu des dessins qui étaient partagés. Donc voilà, la récolte qui a été partagée ce matin et qu'on peut continuer encore à alimenter. Il y a la récolte de l'après-midi qui est ici. Voilà, donc là c'était le petit pour la rajouter. Et donc les récoltes de l'après-midi, on va voir. Donc peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont répondu, mais il me semble que quelques personnes ont répondu à la récolte de l'après-midi. Voilà, ah oui, pas mal, hein. Donc, on a déjà pas mal de fiches renseignées. Donc, le Hub Nouvelle-Aquitaine nous a partagé leur travail, ce qu'ils ont fait cet après-midi. Et donc, vous pouvez continuer aussi à contribuer et à participer sur le site qui restera ouvert. Voilà, je voulais aussi, à mon tour, remercier toute l'équipe qui s'est mise en route très rapidement pendant le confinement. Et puis, l'équipe qui a derrière, qui a travaillé vraiment à distance et puis qui ne se connaissait pas au départ et qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, ce soit possible. Donc, merci à tous. Et puis, je te rends la main, Cécile. Et puis, ben, moi, je rends la main à Julie, puisque c'est normal que c'est la Gironde qui est invitée, c'est la Gironde qui termine. Merci beaucoup à tout le monde. On va continuer nos cousinades, essayer de passer de l'événementiel au structurel, tout en gardant ce côté justement où personne domine, où on reste bien tous cousins et cousines. Ça, c'est vraiment le soin qu'on va porter à ça et permettre à tout le monde d'exercer son activité de cousins et cousines dans les meilleures conditions. Donc, moi, ça a été un grand bonheur de voir l'écho que ça pouvait avoir avec d'autres territoires. C'est assez émouvant. Ce sur quoi on arrive aujourd'hui, il me semble que ça a beaucoup de sens. Et il faut certainement qu'on trouve comment, effectivement, on perd pas la dynamique et on la solidifie en fait ensemble. Donc voilà, moi mon souhait c'est qu'on se retrouve. Nous en Gironde, ça sera pour la prochaine cousinade. Il y a d'autres rendez-vous, il y aura d'autres évidemment rendez-vous avant. Mais mon souhait, ça serait vraiment qu'on arrive à se retrouver entre cousins et cousines des territoires en riposte créative pour justement arriver à bien focaliser nos énergies sur ce qui compte. Parce qu'on s'est rendu compte là, la période nous a particulièrement aplatis et nous a particulièrement fatigués. Ce qui va nous régénérer, c'est des choses qui comptent. Et le faire ensemble, je pense que c'est ce qui a le plus de sens. Donc moi, vraiment, un grand merci à tout le monde. C'est important d'être ensemble là maintenant. Lina, on voit encore ton mail, tes mails. Là. Pardon. Il me semble que j'avais coupé mon écran. Bon, j'avais donc mon partage. on moi, je voulais
Merci en tout cas à Julie, toute son équipe et puis tout le partenariat qu'elle arrive à tisser en permanence. Donc bravo et merci. Au revoir et à bientôt. Ouvrir tous nos caméras histoire de se faire un hug virtuel. Au moins ça. C'est quoi un hug virtuel? C'est un câlin. Oui, mais toi, tu as quelqu'un à côté de toi, tu peux faire un câlin. À côté de moi. Moi, je fais du virtuel comme ça. On peut rien. Quelle chance. Au revoir et merci beaucoup. Bon, puis les personnes qui sont sur YouTube aussi faire des câlins à distance. Il faut leur faire inventer. C'est ça, c'est le hug à distance. Voilà. Cécile dit qu'il n'y a pas de problème pour ces visuels pour les reprendre. Hein, pour Au revoir. Au revoir. Merci.